regard. On a un débat passionnant avec le chercheur Mahidine Khalifa qui a fait un livre extraordinaire qui est appelé l'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides, où il essaye de démontrer par la toponymie que l'Égypte a été bâtie par les Berbères qui ont émigré de l'Afrique du Nord de l'actuelle Afrique du Nord vers l'ancienne Égypte. On parlait dans la première partie de Mahidine Khalifa des mots que vous estimez être d'origine berbère, même si les Égyptiens anciens, les pharaons, ont écrit en hiéroglyphes, et puis d'autres, ils ont évolué parce que ça a disparu avec le temps, avant l'arrivée des Arabes dans la région. Je suis un peu tenté de vous poser une question un peu provocatrice, mais qui doit susciter une réponse très claire. C'est qu'il y a un homme, bon, je ne vais pas citer le nom, il est originaire de Kabylie, mais qui ressasse un peu partout dans le monde que toutes les langues étaient d'origine arabe. Est-ce que vous ne faites pas la même chose que lui? Non. Non, parce que il y a eu des échanges. Les chercheurs, les anthropologues, et maintenant c'est prouvé par la génétique, l'homme vient d'Afrique. Et nous... Pardon, il y a même des recherches du côté de Ain Hanch, notamment, justement, qui soupçonnent qu'il y a une vie avant même l'éthiopienne qu'on a trouvée. Oui, mais vous avez Ain Boucheret. Oh. 2 400 000 ans. Toujours dans la même zone. Et ça montre l'ancienneté de la population dans ce pays. Ce pays n'était pas un bien vacant, comme ont voulu le faire croire les colonisateurs. C'était un pays qui avait donc sa population, qui avait une langue, qui avait une culture, qui avait des traditions. Donc, moi je vous dis franchement, simplifier à ce point pour dire que toutes les langues viennent de la langue arabe, non, c'est exagéré. Et je dirais même que... Donc je veux dire, c'est ce que vous ne faites pas, c'est clair que c'est faux. Il dit que le grec est venu de l'arabe alors qu'on n'a jamais écrit en arabe avant le Coran. Il n'y a pas d'écrit, du moins dans l'écriture actuelle avant le Coran. Est-ce qu'on peut prendre n'importe quelle sonorité et dire qu'elle est d'origine berbère? C'est pas facile, non? Non. Moi, je démontre que tous les noms, la quasi-totalité des noms de l'Égypte antique, je dis qu'ils sont à consonance et signification berbère. Est-ce qu'il y a des chercheurs actuels qui penchent vers cette thèse en Égypte, par exemple? Non, non. Alors, justement, ça me permet de citer la dame dont j'ai parlé, qui a préfacé mon livre, Madame Ginette Omassip, ex-directrice de recherche au CNRS, qui est la plus grande spécialiste du Sahara préhistorique, qui, quand elle a lu cet ouvrage, elle m'a dit: je connais des morts qui vont festoyer. Je lui dis: mais est-ce que vous pourriez m'expliquer pourquoi vous dites cela? Vous savez ce qu'elle m'a dit? Elle m'a dit: le professeur Leclan, qui est maintenant, enfin, c'est un professeur en préhistoire, et le général Huard, qui était dans l'armée française, mais qui était un passionné d'archéologie de notre Sahara. Ils avaient fait un rapprochement entre notre Sahara préhistorique et l'Égypte. Ils ont fait un ouvrage, les deux, en 2 volumes, qu'ils ont soumis à des éditeurs français. Ils ont refusé de l'éditer. Et vous savez qui c'est qui l'a édité au CRAPS? Mouloud Ma'amri. Mouloud Ma'amri a senti qu'il y avait en quelque sorte un fond de vérité historique. Et il a publié, et il doit y avoir un exemplaire au CRAPS de cet ouvrage. Et donc, moi, ça me permet de dire que ce que je développe ici, en quelque sorte, c'est une continuation de ce qu'avaient ressenti ces deux chercheurs, qui étaient le professeur Leclan et Huard. Voilà. Pourquoi je vous pose la question? Parce que toutes les anciennes civilisations, je reviens à la deuxième question de tout à l'heure, toutes les anciennes civilisations ont laissé des écrits, des ouvrages, des fresques murales, mais pas la nôtre. Bon.
Et ça m'intrigue personnellement, ça me pose des questions. Bon, nous, les traces, la nôtre. Moi, quand je dis la nôtre, la civilisation égyptienne, c'est la nôtre. Parce que je vais vous dire, pour un peu ce que je dis en rigolant à des amis, eux, ils disent que l'Égypte, c'est Dunya. C'est la mère du monde. Nous sommes la grand-mère. Ils sont partis de chez nous. Et il y a la preuve. D'accord, mais toutes les civilisations ont laissé des écrits, pas nous. Alors, pardon, les écrits. Avant, par exemple, la civilisation égyptienne, c'était, il y avait des parchemins. Moïse, il est de chez eux, donc il y a quand même Moïse, par la suite, évidemment. Il est de chez eux. Mais qui a peuplé la vallée du Nil? Je vous l'ai dit tout à l'heure. Vers la fin du Paléolithique, entre 25 000 et 10 000 ans avant notre ère. Ce sont les graves crises climatiques qui ont contraint, qui ont obligé ces tribus de chasseurs-cueilleurs amazirs à aller vers la grande rivière. Donc, vous voyez un peu, c'est pas hasard. Soin, c'est pas, on peut dire, c'est un hasard. Nil, Nethil, c'est un autre hasard. Mizrouna, encore un hasard. Janet, que l'on retrouve dans l'archéologie égyptienne, c'est encore un autre hasard. Memphis, c'est encore un hasard. Le dieu Amen, que les Occidentaux ne connaissent, ayant tracé une frontière dogmatique entre l'Égypte et les barbares, nous on nous cataloguait de barbares. Donc le mot, c'était pour eux Amon. Parce que les hiéroglyphes, il n'y avait pas de voyelles. Ouais. Comme dans l'hébreu, comme dans l'arabe, il n'y avait pas de voyelles. Ancien, ouais. Donc voilà un peu, j'explique pourquoi. Ce sont les tribus de chasseurs-cueilleurs amazirs qui ont peuplé cette vallée du Nil. Et je vous dis, si en 1350 avant Jésus-Christ, dans la Torah, si on trouve les mots essentiels, comme Anki, je suis, c'est moi, c'est important. Alors les égyptologues, vous poussez un peu le bouchon plus loin, puisque vous quittez les mots, mais là vous parlez même des mathématiques et vous dites que les Berbères étaient à l'origine de beaucoup de formules mathématiques. Oui. À partir du moment... Moi qui suis nul en mathématiques, tant que je... Moi aussi j'étais nul en mathématiques. Désolé si je n'arrive pas à suivre ça. Non, je n'aimais pas les maths. Mais l'histoire de l'Égypte antique, c'est-à-dire l'histoire des Berbères en quelque sorte, l'épopée berbère, m'a poussé à fouiller dans cette direction. Et là, je vais vous dire une chose. Pi, 3, 14, 16. Quand vous allez chercher dans les dictionnaires, Wikipédia, il dit que c'est Archimède qui a découvert Pi. C'est faux. C'est faux. Donc il l'a pris. Ce sont les Égyptiens qui ont découvert le rapport 3, 14, 16. Pourquoi? Parce que la coudée égyptienne, ou qu'on appelle aussi la coudée royale, et qu'un certain astronome, qui s'appelle Antoniadi, qui était astronome à l'observatoire de Meudon, ne l'appelait ni la coudée égyptienne, ni la coudée royale. Il l'appelait la coudée d'exactitude. Son livre, on ne le trouve pas. On ne trouve pas son livre. Il a été écarté. Il a publié son livre en 1934. Et je vais vous dire pourquoi il l'appelle la coudée d'exactitude. Là maintenant, on va attaquer la partie mathématique. Parce que la coudée d'exactitude, elle fait 0,5236. C'est-à-dire 0 mètre, 52,36, 52 centimètres et 36 millimètres. Quand vous multipliez cette coudée d'exactitude par 6, vous trouvez exactement 3, 14, 16. Voilà pi, qu'on trouve à partir de la coudée égyptienne ou la coudée d'exactitude. Or, la coudée d'exactitude, elle existe dans les musées. Vous allez au Louvre, vous allez trouver un modèle de la coudée royale ou la coudée égyptienne qui fait 0,5236. Jomard, l'ingénieur qu'a pris avec lui Napoléon pendant la campagne d'Égypte, il a aussi trouvé cette coudée et il a dit qu'elle mesurait 0,5236, 0,5236. Et donc, quand on la multiplie par 6, on trouve 3, 14, 16. Mais ce qui est extraordinaire aussi, c'est quand on soustrait
Cette coudée royale, ou cette coudée égyptienne, 52-36, de 3-14-16, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve 2-618. C'est le carré du nombre d'or. Le nombre d'or, il fait 1-618. Le nombre d'or, vous savez ce que c'est le nombre d'or? Non, je le connais. Le nombre d'or, c'est un chiffre divin. Parce que le rapport qu'il y a entre l'avant-bras et la main, c'est un rapport de 1,618. Le rapport qu'il y a entre les deux phalanges et la dernière phalange, c'est 1,618. Le rapport qu'il y a entre la commissure des lèvres et celle des narines, c'est 1,618, etc. Et la spirale d'or, l'oreille, elle forme une spirale d'or que l'on retrouve dans les galaxies. C'est pour ça que je vous dis que c'est un chiffre divin. 1,618. Et ça, ce sont les Égyptiens. Ces rapports... Est-ce que c'est écrit chez eux? Chez qui? Chez les Égyptiens. Elle est dans la grande pyramide, qui n'a pas bougé depuis 5000 ans, jusqu'à nos jours. Et bon, on a trouvé la coudée royale. Mais qu'est-ce qui montre, qui est indestructible en quelque sorte? C'est la grande pyramide. C'est la grande pyramide. Et tout à l'heure, je vous parlais de l'Exode. Les prêtres monothéistes égyptiens, quand on les a contraints à quitter l'Égypte pour aller en terre de Canaan, c'est pas par hasard qu'ils ont pris le symbole, la pyramide. Vous savez ce qu'ils ont fait? Ils ont mis une pyramide à l'endroit, une pyramide à l'envers. Il s'est devenu l'étoile de David. L'étoile de David. Mais en réalité, c'est pas pour ça. Eux, c'est parce qu'il y avait ces connaissances dans la grande pyramide. Vous voyez un petit peu... Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette différence entre les Berbères qui seraient restés donc, pour construire l'Égypte et ceux qui sont supposés être nos ancêtres ici en Afrique du Nord, c'est-à-dire les Berbères qui ont occupé après le Sahara et puis le Nord actuel, qui ont écrit, même s'il n'y a pas d'écriture de livres, mais il y a quand même des traces, qui ont écrit en Tifina. Alors, comme je vous l'ai dit... Tifina, qui, je ne suis pas spécialiste, mais qui ressemble un peu au grec ancien. Enfin, oui. Des formes un peu très proches. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les grandes civilisations naissent au bord des grands fleuves. Si chez nous, il y avait eu un grand fleuve, il n'aurait pas eu besoin d'émigrer, ou de migrer vers l'Est, de migrer vers ce cours d'eau. Et donc voilà un peu, moi en ce qui me concerne, pourquoi j'explique qu'il n'y a pas eu, disons, cette explosion civilisationnelle que l'on retrouve en Mésopotamie, dans l'empire assyro-babylonien, que l'on a retrouvé dans l'Indus, et qu'on a retrouvé aussi dans le Nil. Sauf que ces Berbères ou ces Amazirs qui ont été peuplés cette vallée du Nil, ils ont trouvé tous les ingrédients, à savoir l'eau d'abord, en permanence, en plus qui leur permettait de se nourrir, sans avoir à mettre de l'engrais. À l'époque, le seul engrais que l'on connaissait, c'était l'engrais animal. Or que là, le limon venait tous les ans de manière automatique. Et pour rester donc sur les mathématiques, le chiffre 12. Nous, aujourd'hui, quand on a nos montres, on voit le 12. On ne sait pas que ce chiffre 12, il vient d'Égypte. Il vient de chez nous. Pourquoi? Parce que d'une crue à l'autre du Nil, à la latitude de Thèbes, c'était toutes les 12 lunaisons. Toutes les 12 lunaisons, il y avait une nouvelle crue. 12 lunaisons, c'est égal à une année. Mais le mot 12, le chiffre 12, était très important. Et ça aussi, pour eux, c'était un chiffre divin. Donc c'est les 12 mois de l'année, en fait. C'est les 12, voilà, 12 mois de l'année. Et ce 12, il a été coupé en 3 saisons. Les Égyptiens, ils n'avaient pas 4 saisons. C'était 3 saisons. Inondation, semaille, récolte. Mais quand il y a 3 saisons, ça veut dire pour faire l'année, c'est 3 fois 4, 12. 3 fois 4. Quand on regarde la suite mathématique, 3, 4 et 5,
qu'est-ce que ça donne? Ça donne le chiffre 12. Mais quand on regarde la suite géométrique, quand on multiplie 3 par 4 par 5, ça nous donne le chiffre 3, 60. Regardez le temps. Et les Égyptiens, les anciens Amazirs d'Égypte, les 60 minutes, les 60 secondes. Ils ont eu l'intelligence de couper la journée en 2 parties égales. 12 heures, 12 heures. Alors qu'elles ne sont pas égales. La nuit d'été, elle n'est pas égale à la nuit d'hiver. Mais c'était pratique pour séparer le temps, pour calculer le temps. Et les Grecs, les anciens Grecs, appelaient les Égyptiens, les prêtres égyptiens, les maîtres de la mesure, on a vu pour la coudée d'exactitude, et du temps. Les maîtres de la mesure et du temps. Voilà ce qu'ont été, ce qu'ont donné les descendants des tribus Amazirs qui sont partis de chez nous pour aller peupler la vallée du Nil. Donc il n'est pas exclu que certains sont revenus après. Possible. Ça, vous savez, c'est dans les mouvements de population, l'être humain d'Afrique, on ne sait pas s'il est passé par le détroit de Gibraltar ou s'il est passé par l'Orient. On parle au nord du pôle Nord, oui. Voilà, donc les mouvements ont toujours existé. Ont toujours existé. Même pour l'Amérique, les Amériques, oh, ouais. C'est par le détroit de Bering. On ne sait pas encore, il y a des thèses différentes, est-ce que par le nord ou par le sud? C'est pas Christophe Colomb qui a découvert l'Amérique, non, pour vous dire un peu comment, des fois, on schématise. C'est toujours à leur bénéfice, à leur profit. Ce sont eux qui ont tout inventé. Pythagore, non, on l'entend parler de théorème de Pythagore. Vous savez combien il a passé d'années en Égypte? Il a passé 22 années. Il a passé 22 années en Égypte. C'est-à-dire, il a eu le temps de doubler plusieurs classes. Pour ensuite s'approprier tout ce qu'il a appris auprès des prêtres égyptiens, s'approprier ses connaissances et dire que c'était lui qui avait découvert cela. Vous voyez un petit peu le... Et comment est-ce qu'on est arrivé par la suite? Bon, j'imagine que c'était des chasseurs-cueilleurs, puis on a inventé l'agriculture entre-temps, autour du Nil, et même de l'Euphrate, de oui. Mésopotamie, c'est connu. Mais comment est-ce que sont arrivées les religions dans cette région-là? Vous savez, la religion, comme je disais tout à l'heure, il y a eu donc... D'abord, les anciens Égyptiens étaient polythéistes. Comme tous les peuples de l'époque. Comme tous les peuples. De l'époque. Et le temps aidant, il y a eu un pharaon qui s'appelait, alors les Grecs l'appellent Akhenaton, et en réalité c'est Enki Adon. Je suis le soleil au couchant. Enki. Je suis. Et on retrouve ce mot dans la Torah, puisque... Je vous ai dit, quand Dieu s'adresse à Moïse, il lui dit Enki Yahvé Aléoka. Donc, ce pharaon a décidé d'effacer tous les noms de Dieu dès qu'il était au pluriel. Et jusqu'à maintenant, il y a la trace des burins, des coups de burin qui ont été donnés dans les sculptures, en quelque sorte, à l'intérieur des tombeaux, des pyramides, etc., pour qu'il n'y ait qu'un seul Dieu. Sauf que... Mais c'était lui à l'époque. C'était le Dieu Soleil. C'était le Dieu Soleil. Et puis, il y a une évolution. Ces prêtres monothéistes, quand ils ont été chassés d'Égypte pour aller en terre de Canaan, sous la férule du prophète Moïse, il y a une évolution. Vous savez, la Torah, elle n'a pas été écrite du temps de Moïse. Elle a été compilée entre le 7e et le 2e siècle avant Jésus-Christ. Ça, c'est tous les historiens qui le disent. Donc vous voyez qu'il y a eu, disons, une évolution. Là, dans les années 40, on a trouvé des parchemins en Palestine, absolument, qui sont actuellement recueillis dans un musée pour dire que c'était l'Ancien Testament, du moins une partie de l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y avait des rapprochements entre ces langues-là à l'époque? Bon, je vais vous dire, hein, donc là... L'hébreu, comment on appelle ça, l'assyrien, plutôt des langues cananiennes. Regardez, le mot Amen a traversé les temps.
le mot Amen qui est un mot berbère. Aujourd'hui, vous avez des milliards d'individus dans le monde qui, quand ils terminent leur prière, ils disent Amen, qui a donné le mot Amin. Je vous ai dit, les échanges, aussi commerciaux que culturels ou religieux, les échanges même le mot ma en arabe, ça ressemble, ça peut être à une déformation. Enfin. Moi je parle de Amen. Amen, c'est ancré dans les tréfonds de notre être. Nos grands-mères ou nos mères, quand elles ont voyagé, elles nous jettent une tasse d'eau ou une casserole d'eau derrière nous. Tu es sous la protection de la divinité Amen. Oh ouais. Voilà un peu. Quand une mariée arrivait, on lui jetait de l'eau aussi. Ouais. Voilà. Donc. C'était un signe de. Il y a une évolution. De paix, oui. Il y a une évolution. Même au niveau des religions, il y a eu une évolution. La preuve. Il y a eu la religion hébraïque. Ensuite, il y a eu le christianisme. Et ça, après, ça a été l'islam. Mais ce n'est pas la même époque. À chaque fois, 1350 avant Jésus-Christ. Ensuite, le christianisme, c'est un peu avant l'an 0. Et puis ensuite, donc, nous avons eu la religion islamique. Au VIe voilà. siècle. Donc, et toujours dans le sens d'un perfectionnement. Vous avez animé des conférences sur le sujet en Tunisie, aux États-Unis, un peu partout. Est-ce que vous avez des historiens qui vous disent que vous dites n'importe quoi? Très bien. J'ai envoyé une présentation de cet ouvrage au professeur Mounir Bouchnari, qui était directeur général adjoint de l'UNESCO. Il m'a dit, ça mériterait que vous fassiez des conférences à l'international. J'ai un de mes premiers lecteurs, avant que le livre ne paraisse, c'est mon frère Khalifa Abdrahman, qui est historien, pas d'aujourd'hui, qui lui, s'il avait vu que ça ne tenait pas à la route, il m'aurait dit, attention, là tu divagues. Mais ça tient la route. C'est ça, ça tient la route grâce au toponyme. Et ce n'est pas un, ce n'est pas deux, donc on ne peut pas dire que c'est un hasard. Pourquoi je vous pose la question? C'est vrai que c'est ça la différence entre un historien et un chercheur indépendant. C'est le fait que vous ne vous appuyez pas sur des ouvrages qui parlent de sujets. C'est la première fois que le sujet est défloré et pour l'instant c'est le dernier. Voilà. Moi je voudrais bien qu'on vienne me contredire pour me dire que il, ça ne veut pas dire berbère cours d'eau en berbère ancien. Je voudrais bien qu'on me contredise pour me dire que Djer, qui est le 3e pharaon de la première dynastie pharaonique. C'est ça que je dis, Chechnar, c'est ridicule. L'histoire des Amazirs, c'est pas 950 avant Jésus-Christ, c'est à la fin du Paléolithique. C'est très important. C'est-à-dire qu'il y a eu des transformations par la suite, lorsque les dynasties dont on parle, Chechnap et d'autres, sont arrivées. Chechnap venait de Libye, de la tribu des Lebos. Enfin, pas lui, mais ses ancêtres. Oui. Mais nous, les ancêtres, ceux qui ont souffert de ces crises climatiques, c'est pas toute la population qui a été vers la vallée du Nil. C'est une partie des tribus de chasseurs-cueilleurs qui ont donné des noms, des toponymes, les mêmes toponymes. Non, pourquoi je suis intrigué, je reviens toujours à la première question, c'est parce que vous donnez l'impression que c'est toute l'Égypte qui était comme ça. Oui, c'est toute la vallée du Nil. À partir de quand on est à Souane, ils ont bu, et chez nous, nous avons Erg et Saoun. C'est les mêmes noms. Nil, on le retrouve chez nous. Misra. Vous avez aussi la ville de la petite commune de Misra. Il y a Misra aussi. Près de vous avez Pharaon. C'est chez nous avant d'être chez eux. Tous ces noms ont été transposés. Donc c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Là ça fait à peu près une quinzaine de hasards. C'est plus un hasard. C'est plus un hasard. C'est bien les populations de chasseurs-cueilleurs amazirs qui ont été peuplées la vallée du Nil. Et je vous ai montré dès le début qu'il y a eu de violents affrontements avec les tribus subsahariennes.
c'était pour l'appropriation de l'eau. Vous voyez la guerre de l'eau. Qui continue d'ailleurs. Regardez l'Éthiopie avec l'Égypte. Ouais, ouais. Ça peut dégénérer. Voilà un petit peu le... Eh ben, c'est passionnant. Je vous conseille, pour ceux qui aiment lire l'histoire, l'épopée berbère, des hommes préhistoriques ont bâti sur des pyramides, donc de Mahiedine Khalifa, sorti chez les éditions Arabesque en Tunisie en 2023, mais qui est toujours d'actualité. Et il est d'autant plus d'actualité que vous avez vu qu'il y a une émergence de polémique à chaque fois sur le sujet, sur l'origine de ce pays, même si les mélanges humains font qu'aujourd'hui, il n'y a plus de race pure, hein, en vérité, parce qu'on parlait de l'Égypte par exemple, les teintes des pharaons ont changé, il y a eu des noirs parmi eux, il y a eu des blancs, des Parce qu'il ne métis. faut pas oublier que le Nil, c'est une autoroute. Tout à fait. Le Donc, Nil, des c'est une caravanes autoroute, qui montaient bien du sûr. sud, ainsi de suite, il y a eu des croisements de peuples, Oui. des pionniers qui venaient de l'autre côté. C'est dans la nature des choses. Absolument. Merci beaucoup, Mahiedine Khalifa. C'est moi qui vous remercie. C'était un plaisir. Je vous conseille vivement de lire cet ouvrage. Donc, Mahiedine Khalifa, l'épopée berbère des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides, qui parle en s'appuyant sur la toponymie des lieux en Égypte, qui démontre, qui essaie au moins de démontrer que les anciens Égyptiens étaient partis d'ici, donc de l'Afrique du Nord. Je remercie Fouad Aït-Chérif qui m'a accompagné, qui a réalisé cette émission. Je vous souhaite une bonne et agréable soirée à toutes et à tous. Merci. On va coller encore une fois, cette fois-ci à l'actualité. On va parler de l'histoire antique de ce pays, de cette région. On démarre évidemment de cette polémique sur le concept amazir qui serait un néologisme et qu'en plus de ce qu'a dit Mohamed Amin Belghit, qui est actuellement en prison pour ses déclarations, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un mot très nouveau et qui ne date pas de l'Antiquité ou de l'ancien temps, mais qui vient des temps modernes, supposer qu'il a été imposé ou il a été inventé par d'autres puissances que les Berbères eux-mêmes. Pour cela, j'ai l'immense plaisir de recevoir un homme qui a fait beaucoup de recherches sur le domaine. Il n'est pas historien, il est avocat, mais il a beaucoup cherché. Il est allé jusqu'au fond de l'Égypte antique, bien sûr dans la Berbérie, pour rechercher les mots qui disent que cette terre a toujours été berbère, et qui va expliquer comment et pourquoi il pense que les peuples berbères, les peuples amazirs étaient les premiers qui habitaient l'Afrique du Nord, et pas seulement ce qui est connu aujourd'hui par l'Afrique du Nord, mais aussi jusqu'à l'Égypte antique. Et il fait parler les lieux, les pierres, les rivières, les villes et les montagnes, pour dire que cette terre, par les berbères depuis les temps les plus immémoriaux, y compris il est remonté jusqu'au néolithique. Mahiedine Khalifa, bonsoir. Bonjour. Bienvenue, c'est un honneur de vous recevoir. Donc vous êtes avocat de profession, mais vous avez fait des recherches en histoire et vous avez fait un livre ancien sur les Juifs en Afrique du Nord. Mais là, depuis 2003, vous avez publié en Tunisie chez Arabesque l'épopée berbère. C'est un ouvrage exceptionnel que je recommande à tout le monde, qui contient des dessins, enfin des figures de l'époque, et qui essaie d'expliquer comment est-ce que par les mots, par les noms, l'Égypte était occupée par les Berbères bien avant les dynasties égyptiennes qu'on connaît. Mais je commence par l'actualité, si vous le permettez. Est-ce que le mot amazir est aussi ancien que ça? Alors, le mot amazir, si on remonte dans les tréfonds de l'histoire de la région, c'est-à-dire de l'Afrique du Nord en général, moi, dans les recherches que j'ai faites, l'épopée berbère, j'ai mis en sous-titre des hommes préhistoriques aux bâtisseurs des pyramides. Je soutiens dans cette, je dirais dans cet ouvrage, que l'histoire de l'Algérie et donc du Grand Maghreb
plonge ses racines dans des profondeurs insoupçonnées. Pardon, le mot maghreb, il est très récent par contre. Oui, d'accord. Moi, je parle sur le plan géographique. Jusqu'au XVIIIe siècle, on parlait de la Berbérie. Absolument. Y compris dans les cartes géographiques des Européens de l'époque. Pour nous situer à l'heure actuelle, pour que les gens aient une idée un peu. Donc, je soutiens que ce sont des tribus de chasseurs-cueilleurs amazirs qui ont été contraintes de migrer vers l'Est suite aux graves crises climatiques qu'a connues cette région. Pardon, d'abord sur le mot, après on va aller vers les je vais arriver au mot. Des Égyptiens. Justement, je vais arriver au mot. D'accord. Parce que ces tribus amazirs, quand elles se sont installées dans la vallée du Nil, c'était à quelle période? C'était à la fin du Paléolithique, entre 25 000 et 10 000 ans. Donc vous voyez à quand ça remonte. C'est pas d'hier. La preuve que ce mot amazir. C'est-à-dire qu'il y avait une sécheresse, y compris dans le nord. Oui. J'ai dit dans toute la région de l'Afrique du Nord, l'actuelle Afrique du Nord. Pas seulement dans le Sahara, d'accord. Sahara compris, évidemment. Ils se sont donc installés à 40 km au sud du Caire. Les Caire n'existaient pas. Mais enfin, ils ont fondé un lieu-dit qui s'appelle Mezrouna, qui dérive du mot amazir, que l'on retrouve chez nous dans on dit Jazair Bni Mezranna, ça devait être Aït ou Nath Mezranna, la forêt de Mezranna près de Tablat, la commune de Mizrana en Kabylie, et ces mots-là, tous ces mots-là sont des dérivés du mot amazir, et qui a donné Imaziran au pluriel, évidemment. Mais il y a des auteurs anciens, comme Hérodote, qui ont, dans leurs ouvrages, parlé, bon, la prononciation n'est pas la même. Ouais. Donc, on voit qu'ils appelaient les Mazis, les Maxens, mais c'est toujours une déformation grecque de la langue qui était parlée par les populations d'Afrique du Nord. Et donc, on ne peut pas dire que ce mot n'existait pas. C'est un mot, c'est-à-dire le berbère. Pourquoi on nous a appelés berbères? Parce que les gens du pays refusaient la romanisation. C'est-à-dire l'esprit rebelle, chez nous, il existe depuis bien avant l'Antiquité. Il paraît que même les Puniques nous appelaient la même chose, oui. Oui. Non, mais c'est très important. Pourquoi on nous a appelés barbarus, c'est-à-dire en latin, qui a donné le mot barbare? C'est parce que les gens du pays refusaient la romanisation. Donc, comme je vous l'ai dit, l'esprit rebelle chez nous, il existe, il est dans les gènes en quelque sorte, voilà, si vous voulez. Et donc, on vient de me dire aujourd'hui que le mot amazir est une création franco-sioniste, c'est complètement ridicule. Bon, lui, il parle beaucoup plus du concept politique amazir, mais bon, mais après, ça renvoie à la même chose. Nous nous intéressons à l'histoire. Et c'est très important de connaître l'histoire de son pays. Et là, manifestement, il ne la connaît pas. Parce que prétendre que le mot amazir, c'est un mot qui nous a été, en quelque sorte, soufflé par l'étranger, ça n'a pas de sens. Parce qu'on le retrouve aussi bien dans les écrits d'Hérodote, ou même de Hécaté, qui est un historien grec. Hécaté de Milet. Et voilà exactement son nom. Il y a même certains historiens qui ont étudié en arabe qui disent que même du temps de l'islam, il a été rapporté que les gens se disaient Ben Omazir. Enfin, oui, mais Ibn Khaldoun parle des Amazirs aussi. Invariablement, il dit des Berbères ou Ben Omazir. Donc les deux appellations étaient... Absolument. Alors revenons à l'épopée berbère. Donc l'épopée, donc vous parlez des bâtisseurs des pyramides. Mais là, qu'est-ce que vous faites du peuple égyptien? Ah, très bien. Moi, cette question m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en ce qui me concerne, et c'est ce que je démontre dans cet ouvrage, c'est que la quasi-totalité des noms de lieux et de personnages de l'Égypte antique, quand je dis antique, j'ai fait remonter, moi, à la fin du Paléolithique. Je vous ai dit que les C'est-à-dire que ça a changé avec le temps.
Ça a évolué. Non, Non. certains Non, lieux. Il y a des noms qui ont été arabisés. Il y a des noms qui ont pris une connotation grecque, comme par exemple Memphis. Memphis, qui existe actuellement aux États-Unis. Il y a 6 villes aux États-Unis qui portent le nom de Memphis. Mais c'est la déformation grecque de Amenfer, à l'abri des eaux, caché des eaux. Et c'est le premier pharaon de la première dynastie pharaonique qui était établi dans la ville de Tinis. C'est pour ça qu'on parle de dynastie Tinite. C'est en 3150 avant Jésus-Christ. La première dynastie pharaonique. Elle était établie dans un lieu dit Tinis, qui vient de Tunis, de chez nous. Tunis, chez nos frères tunisiens. Et même en Égypte, il y a une petite ville qui s'appelle Tebtounes. Mais c'est pas fini. Parce que nous avons Memphis, comme je vous l'ai dit. Qui a ordonné que soit construite cette ville de Memphis, de Amenfer? C'est le pharaon Amenès, le premier pharaon de cette dynastie pharaonique. Et chez nous, c'est Amenès. Ses eaux à lui, propriétaire des eaux. Amenès, ses eaux à lui. Donc, c'est pas fini. Le troisième pharaon de cette dynastie pharaonique, il s'appelait Djer. Et chez nous, Djer, Edrer Djerjar, qui veut dire grand, géant. Ce sont des mots amazir, pour faire plaisir à ce monsieur qui se... Mais pourquoi est-ce qu'on n'a pas de traces de ces écrits-là? Alors, il y a mieux que la documentation. Les toponymes traversent le temps. Vous avez par exemple Nil. C'est un fleuve. Sans le Nil, il n'y aurait pas eu d'Égypte. Évidemment. Oui. Jusqu'à présent d'ailleurs. Et jusqu'à présent. C'est le fleuve nourricier de l'Égypte. Mais Nil, moi je ne l'écris pas comme les Occidentaux. Parce que il, en berbère ancien, ça veut dire cours d'eau, rivière. Et le N, j'ai mis une apostrophe. C'est de là qu'on a extrait Hillel pour dire la mer, effectivement. Absolument. Et c'est de là le laurier rose, que l'on appelle Ilili. Il y a dedans la racine il, parce qu'il pousse dans l'eau, dans les cours d'eau. Au bord des oueds, au bord des cours d'eau. Vous avez Ilisi chez nous. Tassili, il y a le il. Dans Henri Locke dit que c'est le plateau des rivières. Enfin, il fut. Il fut le plateau des rivières. Ilisi. Donc, et donc, nous, chez nous, près de Djidjel, il y a Oued Nil. On retrouve les noms de lieux de l'Égypte antique dans la toponymie, comme le mot Assouan, par exemple. Assouan. 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 Les Égyptiens, ils le prononcent Assouan. Ils ne disent pas Assouan. Mais chez nous, il y a Erye Issaoun. C'est toujours un rapport avec l'eau. Et les historiens de l'Antiquité, et jusqu'à maintenant, ils avaient tracé, ou toujours, il y en a qui tracent la frontière entre l'Égypte et le reste de l'Afrique du Nord, aux oasis de Siwa, qui vient du mot Issoua, et l'oasis de Qara. Pour eux, la frontière, elle est là. Cette frontière, ils l'ont tracée, non seulement elle est imaginaire, mais en plus elle est dogmatique. Or, dans cet ouvrage, je montre qu'il y a une unicité. Pardon, est-ce qu'il y a des sources anciennes et antiques qui parlent de ce que vous dites là? Alors, je vais vous dire. Le premier livre qui m'a en quelque sorte mis sur la piste, d'abord, il y a Champollion, qui est celui qui a déchiffré les hiéroglyphes. Justement, j'allais arriver aux hiéroglyphes. Aux hiéroglyphes. Champollion il ne connaissait pas le berbère, il parlait le perse, il parlait l'hébreu, il parlait l'arabe. C'était un français, lui. Non? Oui, c'était un français. Il se faisait appeler chez lui Esrer, le petit. Mais Champollion a eu l'intuition, parce qu'il ne connaissait pas le berbère, que le mot Ramsès, c'était l'inverse de Misra. Ramsès, Misra, et donc pour lui, c'était l'inverse de Misra. Et nous, chez nous, dans les monts de Blida, près de Hammam el-Ouane, nous avons la tribu des Zaït Misra, les fils de la divinité Ra,
Oui, parce qu'en fait, vous dites que même le mot Misr, c'est un mot berbère. C'est un mot berbère. Nil, c'est un mot berbère. Non, Misr, ça veut dire quoi? Misnra, les fils de la divinité Ra. Ra qui est le diminutif d'Awrar, blond, jaune. Jaune, c'est... Voilà. Saint-Augustin, son prénom c'était Aurélien. Si vous allez dans le dictionnaire, vous allez voir que Aurélien, c'est la même signification. Blond, jaune. Et moi, je soutiens le berbère, l'amazigh étant plus ancien que le latin. C'est un mot qui est passé dans la langue latine. On dit que c'est une langue sémite, donc il y a la proximité avec les langues moyen-orientales. Moi, je vais vous dire la vérité. Le mot sémite, je ne l'aime pas. Il a été créé à la fin du 19e siècle par un Allemand. C'est une façon de séparer les populations. C'est un terme que... Parce que si on admet le mot sémite, il faut qu'on admette aussi le mot arien. Et on sait tout le mal qu'a fait cette distinction entre les races, alors qu'il n'existe qu'une seule Non, race. c'est pour dire qu'il y avait des proximités entre toutes ces langues-là qui s'étalaient jusqu'au Moyen-Orient. C'est certain. C'est certain. L'être humain... Il y avait des mouvements de population. Donc... Quand vous voyez qu'un gars de l'Afrique du Sud peut donner 500 à un Danois ou à un Suédois, on comprend que au fond, il y a une unité de, on peut dire, la race humaine. La race humaine. Pas comme les autres, comme a fait cet Allemand qui a distingué entre les Ariens, les Sémites. Non, moi je ne tombe pas dans ce jeu. Donc pour en revenir à l'ouvrage, il y a une quarantaine de pharaons, toutes dynasties confondues, dont le nom commence soit par Amen, en préfixe, soit en suffixe Amen. Mais nous, on sait ce que c'est Amen. Parce que les Européens, ou disons les chrétiens, ont traduit ce mot comme étant « ainsi soit-il ». Non, c'est l'Ezo. Et les trois religions monothéistes ont un très fort rapport à l'eau. Que ce soit pour la religion hébraïque, qui se trempe dans une baignoire d'eau avant les fêtes religieuses, que ce soit pour les chrétiens quand il doit être immergé dans l'eau pour son baptême, ou pour la religion musulmane par les 5 ablutions quotidiennes. L'eau est très très importante. Et pourquoi les anciens Égyptiens, qui étaient donc des Amazirs, des Berbères, pourquoi ils ont sacralisé l'eau au point de le déifier? Vous dites les anciens Égyptiens qui étaient des Amazirs. Donc Bien les sûr. pharaons étaient des Amazirs? Bien sûr. Moi, je ne fais pas commencer par Sheshnak, 950 avant Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on efface tout le passé. Puisque je vous dis, dès l'installation des tribus Amazirs, et ont peuplé donc la vallée du Nil, et qui ont donc donné... il n'y avait pas de population à ce moment-là en Égypte? Très peu. C'est-à-dire, vous savez, la population dans le globe, c'était pas... L'Égypte était proche des peuples africains, de l'Éthiopie, de l'actuel Soudan, où il y a encore des restes. Oui, sauf que il y a eu une lutte pour l'eau, et là j'en parle tout à fait au début, quand je montre les squelettes qui ont été découverts par... Non, par là. Les squelettes qui ont été découverts par une équipe américano-finlandaise au lieu dit Jbel Sahaba, qui est donc à la frontière égypto-soudanaise. Vous allez les voir. Voilà. C'est ça, les squelettes. C'est de Jbel Sahaba, la frontière égyptienne. Il y a 13 000 ans, il y a eu des luttes, des affrontements violents entre tribus amazirs et tribus subsahariennes. Je développe dans cet ouvrage le fait que ceux qui ont eu le dessus lors de ces affrontements violents, ce sont les tribus amazirs. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné à... Pardon, ça remonte à quelle période ça? 13 000 ans avant notre ère. La toponymie de l'ancienne Égypte, de l'Égypte antique, moi je remonte jusqu'à la fin du Paléolithique, ce sont des termes amazirs. Donc, je vais vous surprendre. Le mot Janet, abandonné, délaissé. Gent. Ouais. Allez, parce que chez nous, quand il y a eu des sécheresses, ils ont été contraints de migrer vers la grande rivière qui se trouvait à l'est. Donc c'est à cette période-là que remontent les gravures rupestres du Tassili, à peu près. Moi, je pense que c'est un peu tard. Oui, moi je pense que... 3500, non? Non, plus, non. Bon, les archéologues occidentaux les ont datés à peu près à 10 000 ans. Mais moi, je ne suis pas d'accord sur la datation. Je vais vous dire pourquoi. Parce que si la grotte de Lascaux, qui a montré des gravures
c'était dans une grotte, elle était protégée. Or, chez nous, c'était à l'air libre. Et vous voyez, avec les différences de température, le jour et la nuit, la roche éclate. Et ce qui fait qu'il y a eu des gravures qui étaient plus anciennes, qui ont explosé, disons, suite à ces variations, ces graves variations de température. Et c'est ce qui fait que, moi, en ce qui me concerne, je pense que la datation des gravures rupestres du Sahara date de plus de, facilement, on peut citer en 17 à 20 000 ans, je pense. Hein. D'ailleurs, il y a un préhistorien de chez nous, Farhat, Najib Farhat, et Madame Ginette Omassip aussi, qui nous a quittés le 6 janvier passé, qui est l'une des plus grandes spécialistes du Sahara préhistorique, qui a émis également cette hypothèse. Donc, le mot Janet, on le trouve chez nous en Algérie, c'est la seule ville au monde qui s'appelle Janet. Sauf que dans l'Égypte antique, elle existe aussi. Elle est liée au mot Tanis, que l'on retrouve dans l'Ancien Testament, dans la Torah hébraïque. Ça montre l'ancienneté, il est associé. Tanis, Janet, vous avez ici la figurine, je la montre vers la fin. Je vous la montrerai après. Et donc, non, au milieu, hein, au milieu. Allez-y. Ah, d'accord. Et donc, le mot Janet, c'est pas un hasard, sinon on le retrouve en Égypte, dans l'archéologie. Il n'est pas tombé du ciel, ce mot. Il existe chez nous. Donc, mais disons que ce que vous dites est vrai. Pourquoi est-ce que les pharaons ou les Égyptiens anciens ont écrit en hiéroglyphes et non pas en caractère tifina qu'on a connu chez les Berbères par la suite? D'accord. Sauf que on ne doit pas insulter l'intelligence du peuple amazigh. Je suis dans le Sahara, j'ai un style d'écriture. Je vais en Égypte et je crée une écriture sacrée. Parce que les hiéroglyphes, c'est une écriture sacrée. D'ailleurs, elle était tellement compliquée, il y avait à peu près 3000 signes à apprendre. C'était pas tout le peuple qui avait accès à cela. C'était réservé pour les prêtres de l'Égypte antique. Elle était tellement compliquée qu'ils sont passés au hiératique, puis au démotique pour la simplifier. Donc moi, je ne mets pas il n'y a pas de contradiction. J'habite dans le Sahara, j'ai mon système d'écriture, j'ai été au bord d'un fleuve, et vous savez que toutes les grandes civilisations sont nées au bord des grands fleuves. Évidemment, parce vous avez l'Indus. C'est la source de la vie. L'Indus, qui traverse le Pakistan. Le Tigre et l'Euphrate. En Égypte. En Mésopotamie, oui, les royaumes assyro-babyloniens. Et vous avez le Nil. Moi, il y a des commentaires des gens qui ont vu certaines de mes vidéos. Ils m'ont dit, mais comment se fait-il qu'on n'a pas fait les pyramides chez nous? Mais elles existent, les pyramides. Non. Pas comme celles d'Égypte, mais elles existent. Moi, je dis non. Mais parce que il n'y avait pas les éléments. L'eau, d'abord, très important. Si les tribus de chasseurs-cueilleurs ont quitté cette région, c'est parce qu'il n'y avait plus d'eau. Et l'eau, là, la bataille de l'eau, elle ressurgit aujourd'hui. On en reparle. Le réchauffement climatique, les peuples du monde les ont connus. En réalité, vous connaissez mieux que moi l'histoire, elle a toujours été au cœur des batailles absolument. Depuis la nuit des temps. Hein. Absolument. Et donc, voilà un petit peu ce que je développe dans l'ouvrage. Je vous ai parlé donc de Tinis, Nil, Tinis a rapproché avec Ténès, Tunis, campement, bivouac en berbère ancien. Alors, vous m'avez dit, tout à l'heure, vous m'avez posé la question, où est-ce que vous avez trouvé les sources? Alors j'ai parlé de Champollion. Donc déjà, pour nous, Misra, on peut comprendre tout de suite. On sait ce que ça veut dire chez nous. Champollion donc a fait par intuition, il a découvert il a eu l'intuition de savoir. Est-ce qu'il a fait le lien avec le berbère, lui? Non, il connaissait pas le berbère. Non, mais est-ce qu'il son soupçon est allé vers le berbère? Non, je vais vous dire pourquoi. Parce que lui, il s'était en quelque sorte intéressé aux langues moyen-orientales. Or, la France, en 1830,
c'était la conquête d'Algérie. Il est mort en 32. Il n'a pas eu le temps d'apprendre le berbère. Et puis il ne pouvait pas deviner qu'il allait avoir un lien avec l'Égypte. Par contre, quand j'ai lu Pellegrin, Arthur Pellegrin, qui a fait une thèse de doctorat, en 1949, il a soutenu dans la vie à Tunis, lui, il a fait une enquête. Il a interrogé les vieux des villages, les Amrar, dans les Tejmat, et il a eu, comment dirais-je, parce que sa thèse de doctorat, le titre c'est Essai sur l'étymologie des noms de lieux d'Algérie et de Tunisie. Et c'est là où vous trouvez que le mot djer, des anciens berbérisants lui ont dit que ça voulait dire grand, géant, et dans le Tassili vous avez une montagne qui s'appelle Amdjer, comme un géant. Oued Djer, qui devait être très grand avant. Et nous c'est Adrar Ndjarjar. Tunis, Amennas, le premier pharaon, c'est Inamennas. Bon, Mezrona, on a vu, c'est pas d'hier. Donc moi, je ne ferai pas commencer l'histoire des Amazirs en Égypte avec Shishnak. Moi, je la fais commencer à la première dynastie pharaonique, 3150 avant Jésus-Christ. Mais est-ce qu'on a des preuves que ça parlait cette langue à l'époque? Alors, voilà. Parce qu'il n'y a pas de corpus. Vous avez raison. Moi, je vais vous donner la preuve. La preuve, déjà, c'est les noms des pharaons. Amen. Amen, ça vient d'ici. C'est Amazir. Mais l'exode vers la terre de Canaan, quand il y a eu une lutte entre le clergé polythéiste et monothéiste, et par la suite, c'est le clergé polythéiste qui a eu le dessus. Ça, c'est plus tard, ça. Non, 1350 avant Jésus-Christ. Voilà. Mais, justement, c'est plus tard. C'était avec l'apparition des religions. Justement. Eh bien, en 1350 avant Jésus-Christ, quand Moïse, c'est dans la Torah, quand Moïse a traversé le Sinaï, il demandait à ses fidèles de ponctuer ses prières par le mot Amen. Amen, l'eau. Mais c'est pas fini. Amen dans la langue arabe, enfin dans la langue arabe d'aujourd'hui, c'est la paix, c'est la tranquillité. Pardon. Mais je vais vous dire. Est-ce que c'est une inspiration ou pas? Alors, je vais vous dire. La ville de Thèbes, en Égypte, qui était la ville des temples. Les historiens de l'Égypte antique, ils disent que les Égyptiens allaient en procession à Thèbes. Comme qui dirait l'autre, pour laver leurs os. Ce mot a donné dans la langue arabe le mot Thèbes. Il est revenu sur le droit chemin. Thèbes. Ça veut dire, voilà. La rédemption. Pourquoi je vous dis cela? Parce que, quand vous regardez la carte de géographie, est-ce qu'il y a une montagne ou une montagne infranchissable entre la péninsule arabique, entre la Mésopotamie, entre la terre de Canaan et l'Égypte et l'Afrique du Nord? On pouvait aller à dos de chameau. Absolument. Ce qui fait qu'il y avait des... Ça fait pas longtemps les caravanes des échanges commerciaux, mais surtout culturels et religieux. Jusqu'à la mer Rouge. Absolument. Non, même au-delà. Parce que la mer Rouge, le canal... avant le canal de Suez. Avant le canal de Suez. Donc il y avait une continuité territoriale, oui, effectivement. Voilà. Bon, donc voilà un petit peu... Oui. Allez-y juste pour faire la pause et revenir dans... Donc voilà un petit peu. Et alors justement, est toujours dans la Torah. Et ça c'est très très important. Quand Dieu s'adresse à Moïse, dans la Torah, qu'est-ce qu'il lui dit? Je reprends la Torah, hein, je donne les références. Il lui dit, Anki, je suis ou c'est moi, Yahvé Aleroka. Je suis ou c'est moi, Yahvé ton Dieu. Et Anki, nous on sait ce que c'est. Vous prenez de l'Atlantique à la mer Rouge, Anki chez les Berbères, c'est moi, je suis. Et ça c'est une des meilleures preuves que le parler des Égyptiens anciens, il était amazir. Merci beaucoup, Mahdi Khalifa. On va revenir dans la deuxième partie pour parler d'un autre miracle. Vous parlez même des mathématiques. Absolument.
Absolument. sur lesquels les Berbères... Et ça, c'est une partie très intéressante. Voilà, on va revenir dans les parties. Et puis, on va parler des religions, puisque vous avez filé un autre livre sur la question. Ne partez pas loin, on va revenir dans la deuxième partie.